On va parler développement d'une relation durable avec votre clientèle. Nous avons un grand témoin qui va être avec nous cet après-midi. Il s'agit de Mathieu Raoult, qui est responsable communication et marketing au Louvre de Lens, ce fameux Louvre à Lens. C'est notre grand témoin cet après-midi qui a suivi, bien entendu, tous nos échanges de ce matin. Il va être question de fidélisation, il va être question de relations durables qu'un site peut avoir avec ses visiteurs. Je l'appelle à mes côtés. Je suis ici, sinon c'est bon? Non, celui-ci est bon. Donc, bonjour Mathieu, je disais comment on envisage une relation au-delà d'une visite. C'est un peu le thème sur lequel vous allez débriefer, en tout cas détailler un petit peu votre stratégie que vous avez au Louvre-Lens. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore un grand merci pour cet accueil de la part du CRT. Vraiment, c'est très très chouette. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais un peu vous présenter le Louvre-Lens. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y en a qui sont déjà venus au Louvre-Lens. C'est peut-être un peu loin de chez vous. Quand même, superbe. C'est vrai que c'est un équipement qui détonne un peu avec ce lieu historique ici et avec toutes les présentations qu'il y a eu ce matin sur le patrimoine, puisque nous, au Louvre-Lens, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. On est dans le top 3 des musées en dehors d'Île-de-France en termes de fréquentation, puisqu'on a une fréquentation moyenne à peu près à 550 000 visiteurs par an. On a accueilli aussi notre 5 millionième visiteuse l'année dernière, donc voilà, c'est un pari qui était quand même assez ambitieux à la base, mais qui a été, ma foi, rempli. On est implanté dans le bassin minier sur un ancien carreau de mine, donc on a un parc paysager qui a été réalisé par Catherine Mosbach de 20 hectares autour du musée. On est souvent considéré comme un ovni muséal parce qu'on a notre collection semi-permanente qui s'appelle la Galerie du Temps. C'est une salle de 120 mètres de long dans laquelle on peut parcourir 5500 ans d'histoire de l'art, de la naissance de l'écriture jusqu'à la première moitié du 19e siècle. Et en gros, contrairement à tous les musées classiques où tout est compartimenté, où on a une salle par courant artistique, période historique, peintre, artiste, peu importe, nous on a tout d'un seul tenant. Et en fait, les visiteurs peuvent voyager dans le temps comme ça à travers l'histoire de l'art. On a aussi 2 grandes expositions d'envergure internationale. Bon, alors maintenant, vous savez très bien que les expositions ne bougent plus trop, mais avant, elles étaient plutôt itinérantes et les nôtres ont eu aussi de très beaux parcours. Mais en tout cas, voilà, 2 très grosses expositions par an, l'une au printemps, l'autre à l'automne. L'œuvre phare du Louvre-Lens. Alors, il y en a eu plusieurs, parce qu'en fait, justement, merci pour la passe décisive, c'est que nous, on n'a pas de collection propre. C'est-à-dire que nous, ce sont que des chefs-d'œuvre, et j'insiste sur le thème chef-d'œuvre, hein, puisqu'en histoire de l'art, il y a une forme de hiérarchie, que des chefs-d'œuvre du Louvre qui sont dans la Galerie du Temps. Donc, et il y a 10% de la Galerie du Temps qui bouge chaque année. Et alors, on a eu de très belles œuvres. On a des Botticelli, on a un magnifique Rubens, des Raphaël. Mais l'œuvre quand même la plus incroyable à ce jour qu'on a accueillie, ça reste le Scribe accroupi l'année dernière. Donc, quand même, très gros près du Louvre, hein, puisque quand on est sous la pyramide, seulement 4 œuvres sont indiquées aux visiteurs. On a naturellement la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, et le Scribe accroupi. Et le Scribe accroupi a été prêté pendant 1 an au musée du Louvre. On le verra tout à l'heure sur le slide. On le verra tout à l'heure, effectivement. Mais donc, le fait de ne pas avoir de collection propre fait que notre équipe de conservation est très réduite, puisqu'on a 3 chargés d'expo, 2 régisseuses d'œuvres, et ça s'arrête là. Par contre, on a une équipe de médiation qui est l'équipe la plus importante du musée. Et de médiation donc humaine. Donc on a des chargés de médiation qui gèrent plusieurs projets et des médiateurs et des médiatrices qui sont au contact de nos visiteurs quotidiennement, que ce soit en visite, en atelier ou sur d'autres formats.
Je crois que là, j'ai fait le tour. Voilà. Donc, mais bon, important de nommer aussi voilà, cette équipe de médiation. Avant de passer à la suite, il faut aussi que je vous dise que nous, dans notre ADN, il y a une chose qui est très importante, c'est la notion de partenariat. C'est-à-dire que effectivement, les chiffres, voilà, ils sont beaux, ils sont magnifiques, mais c'est pas le Louvre-Lens seul qui est arrivé. C'est grâce à une dynamique partenariale avec les acteurs institutionnels et touristiques du territoire qu'on a pu les atteindre. Et c'est ce que je vais vous montrer après par la suite, le travail qu'on a mené avec le CRT Hauts-de-France, le travail qu'on a mené avec l'Office de tourisme Lens-Liévin. Et aussi, il y a eu une stratégie qui était très claire à l'arrivée de Marie Lavandier, qui a rejoint les équipes de mes amis du Centre Monument des Monuments Nationaux. C'est que Marie Lavandier, quand elle est arrivée en 2016, elle a tout de suite compris que le succès du Louvre-Lens ne pouvait se faire que si et seulement si l'ancrage local était réussi. Et on peut avoir toutes les velléités du monde sur on va accueillir 4 millions de touristes par an, étrangers, etc. Si l'ancrage local n'est pas réussi, ça ne fonctionnera pas. Et on en a eu la preuve au Louvre-Lens, justement. D'où cette citation de Marie Lavandier. Ah oui, avec voilà. Donc, l'ancrage local, il est passé par l'implication de nos voisins. Cette implication, elle est importante, elle est quotidienne, vraiment, et elle se fait à tous les niveaux. Et notamment, je pense que l'un des éléments les plus éloquents, nous, sont nos focus group ou groupe test. Les acceptions diffèrent. Mais quoi qu'il en soit, le sujet est le même. C'est-à-dire que nous, dès qu'on va lancer une exposition, et ça, on le fait depuis 2017, donc peu de temps après l'arrivée de Marie Lavandier au musée. En gros, toutes nos expositions sont soumises à nos voisins et à nos publics cibles. Toutes sans exception. Et quand on les réunit pour un groupe test, donc on fait plusieurs groupes tests pour une exposition, et on fait des typologies de public par groupe test. Même vos voisins lillois, hein, on est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, parce que oui, je ne suis pas rentré dans la fréquentation. Moi, si vous voulez les chiffres de fréquentation, je pourrais vous les donner ultérieurement si vous voulez, je les ai là. Quoi qu'il en soit, l'exposition, on la teste. On teste le propos d'exposition. Est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce qu'il n'est pas compréhensible? On teste les cartels. Est-ce qu'ils sont compréhensibles? Est-ce qu'ils ne sont pas compréhensibles? On teste le français facile à lire et à comprendre. Parce que ça aussi, en termes de démocratisation culturelle, quand Think Out parlait justement d'une image élitiste, c'est parce que parfois on a des cartels très obscurs ou très longs, avec un vocabulaire très peu accessible. Et justement, nous, on prend le contre-pied. C'est-à-dire qu'on a nos cartels scientifiques qui vont plaire à une certaine cible, mais on va aussi proposer des cartels pour des personnes qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas forcément la langue française, comme la majeure partie de la population. Les cartels enfants, on les teste. Nos affiches. Nous, il faut savoir que depuis 2018, on n'utilise plus une seule, à l'exception du scribe accroupi tout à l'heure, parce que je sens venir le « et », mais au fait, mais pour nos expositions, on n'utilise plus une seule œuvre. Jamais une œuvre est montrée. Et en gros, pour convaincre Marie Lavandier, c'était pour son exposition Amour, on avait proposé au groupe test des affiches avec un visuel d'œuvre et des affiches avec du graphic design. Et c'est le groupe test et les voisins qui ont dit « Ah non, non, c'est bon, ça suffit les œuvres, on n'est plus dans les années 80, maintenant donnez-nous envie par autre chose ». Donc ce sont nos voisins qui ont acté le fait que finalement, on arrête les œuvres sur les affiches. Et quelle est la part de... Pardon, hein, je me permets de... Quelle est la part de public local et de public de touristes, entre guillemets, de personnes qui viennent de régions ou de pays différents? Ok, je vais prendre mes chiffres. Encore merci pour la passe décisive. Les chiffres 2022. L'année dernière, grosse année, on fête nos 10 ans. On accueille l'exposition nationale sur le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion.
Donc on a 2 très grosses expos, plus le scribe accroupi, plus une programmation de dingue. On a accueilli 571 000 visiteurs l'année dernière. Sur ces 571 000, 91% étaient français, 73% étaient des Hauts-de-France, 25% étaient du pôle métropolitain de l'Artois, c'est-à-dire 20 km à la ronde, on va dire. Béthune, Hénin-Beaumont, Lens. 19% venaient de la métropole européenne de Lille. 36% avaient moins de 26 ans. Et on avait 7% de Belges. Voilà, donc on est vraiment sur un public qui est, comme aux 3/4 à peu près, un public local, régional. Enfin, quand je dis local, régional. Est-ce que vous avez des chiffres sur le fait que ce soit la première fois qu'ils viennent au musée, ou ce sont des personnes qui reviennent? Alors, justement, c'est là aussi que c'est assez fort, c'est que les Lensois, en tout cas de la communauté d'agglo Lens-Liévin, viennent en moyenne 5 fois par an au musée. 5 fois, ouais, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils viennent déjà pour les 2 expos, ils viennent pour notre programmation estivale, généralement, Parc en Fête, où on valorise plus le parc, et après, ils viennent 2 fois, comme ça, visiter la Galerie du Temps, juste boire un café, aller à la médiathèque. Et donc, c'est vraiment devenu un lieu de vie très, très fort. Et pour ça aussi, le confinement nous a aidés. Parce que la chance, c'est comme on a une médiathèque, on a pu ouvrir le musée même quand ils étaient fermés, donc on ne présentait pas les collections, mais on avait la médiathèque d'ouverte puisqu'elle faisait office de bibliothèque et les bibliothèques étaient ouvertes. Donc déjà, les Lensois viennent faire un tour dans le parc, mais en plus là, ils sont venus à la médiathèque et on leur mettait des tote bags à disposition avec des activités à faire chez soi avec les enfants. Donc c'est devenu vraiment un lieu de passage et un lieu de vie très fort des voisins. Donc cette implication-là. Et après, on organise aussi des cafés des voisins 1 fois par mois, où là, on les invite dans la médiathèque. Donc le chiffre peut varier, parfois ils sont 20, parfois ils sont 30, parfois ils sont 5, ça dépend. Aucune obligation. Petit café, hein, tradition du Nord oblige, le café, voilà, tout ça. Et en fait, on échange sur la programmation. Mais là, on n'échange pas, comme sur le focus group, uniquement sur les expos, le titre de l'expo, le sous-titre de l'expo, le contenu de l'expo, les activités qui vont avec. Non, on va échanger sur le musée en général. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous avez fait un atelier? Est-ce que vous avez fait un spectacle? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des idées? Etc. Et c'est en fait un échange constant qu'on a avec nos voisins, justement pour améliorer et nous adapter à eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lens était la seule sous-préfecture de France qui n'avait pas de musée. Donc, quand le Louvre-Lens est arrivé, il n'avait aucun réflexe muséal, c'est-à-dire qu'il n'osait pas rentrer. Il se changeait pour rentrer. On l'a vécu. Quelqu'un qui était en survêtement et un médiateur était là, il mangeait son sandwich dehors, devant un bar tabac, il commence à échanger. Le gars était de la cité juste à côté. T'es déjà venu? Non? Bah écoute, il me reste 20 minutes sur ma pause déj. Si tu veux, viens. Je te fais une visite gratuite de la Galerie du Temps. Le gars a dit, j'arrive dans 5 minutes. Il est parti. Il est revenu avec un pantalon de ville, des chaussures de ville et une chemise. Parce qu'il pensait qu'en survêtement, on ne rentrait pas dans un musée. Donc il y avait plein de réflexes comme ça qu'ils n'avaient pas. Et en fait, c'est à mesure de tisser un lien avec eux et de les impliquer dans le projet qu'en fait, ils sont devenus nos meilleurs ambassadeurs, parce qu'après, le bouche à oreille a fonctionné du feu de Dieu. Les cafés potagers aussi. Je sais qu'il y a un écomusée dans la salle. Je ne sais pas si vous le faites. Nous, on l'a fait parce que notre équipe de jardiniers est dans l'équipe du musée. On ne sous-traite pas. Et il y a la tradition du jardin minier. Et donc, on a mis en place un café potager à partir de mars jusqu'à octobre, où les voisins rencontrent nos jardiniers et s'échangent des graines, des pratiques, des bonnes pratiques sur les jardins. Ah, c'est le moment de planter telle plante, ou alors un voisin qui dit ah là j'ai un problème avec telle plante, et puis c'est le jardinier qui dit bon fais ci, fais ça, marc de café, compost, bref, tout ça quoi. Et puis pour terminer, l'accessibilité. J'en ai parlé tout à l'heure, l'accessibilité au contenu avec le français à lire, facile à lire et à comprendre, mais aussi l'accessibilité tourisme et handicap. On ne mesure pas assez la force de ce label, vraiment.
C'est-à-dire qu'il y a toute une machine institutionnelle derrière qui travaille pour les publics empêchés, malvoyants, malentendants, à mobilité réduite. Et on n'insistera jamais assez sur le fait que, alors certes, quand on est une abbaye, etc., c'est très compliqué, j'en conviens, mais aller dans ce sens-là participe aussi à l'image et au développement de public, justement, des équipements. Aussi, on est allé à la rencontre. Ce matin a été mentionné les hors-les-murs. Nous, depuis 2016, on se rend dans un centre commercial chaque année à la Toussaint, qui est l'un des plus grands centres commerciaux au nord de Paris, qui s'appelle Noyelles-Godault. Et on fait un atelier en lien avec l'exposition du moment pendant une semaine. Donc on a plusieurs espaces. Et là, depuis l'année dernière, on a un deuxième centre commercial à Lille qui s'est rajouté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est deux typologies de publics totalement différents. C'est-à-dire que le premier à Noyelles, on y vient en voiture et c'est une clientèle de famille. À Euralille, donc centre de Lille, juste à côté de la gare, là, on est sur une clientèle très jeune et une clientèle de passage très belge aussi pour aller à la gare. Et donc, ça rencontre un succès de dingue. Et la 5 millionième visiteuse, petit fun fact, elle avait fait l'atelier à Noyelles et elle avait fait l'Égyptobus. Et c'est ça qui lui a dit, tiens, je vais aller au Louvre-Lens. Bim, le jour où elle vient, c'est la 5 millionième. Coup de bol. On n'a pas fait exprès pour le coup. Et donc, les centres commerciaux, aller à la rencontre du public, forcément, c'est l'adage, hein, aller sur le terrain de la cible que vous voulez recruter pour que cette cible puisse venir chez vous. Et après, on a eu l'Égyptobus. Là, autre exemple de partenariat institutionnel très fort. Le département du Pas-de-Calais a un carpodium que vous voyez là, hein, et ils nous l'ont prêté pendant 4 mois à l'occasion de l'exposition justement Champollion, la voie des hiéroglyphes. Bah, ça, c'était l'affiche, d'ailleurs, quand je vous dis qu'on n'utilise pas d'œuvre, hein, je ne mens pas. Et en fait, on a fait la tournée des grandes villes du Pas-de-Calais. On s'est implanté dans le centre-ville et on a, pendant une semaine, on proposait des ateliers aux scolaires, à certaines associations et au grand public. Donc ateliers, conférences, etc., sur le thème des hiéroglyphes, de Champollion et du déchiffrement des hiéroglyphes. Et ça a rencontré un succès de dingue. Alors, ce qui est encore plus fou, c'est que à Arras, ça n'a pas très bien fonctionné. Dans les grandes agglomérations, ça n'a pas très bien fonctionné. Par contre, dans les petites agglomérations du type Montreuil, qui est sur la côte, pas loin du Touquet, ou d'autres petites villes un peu plus reculées, là, ça a cartonné. On a eu une fréquentation de dingue, on a dû refuser du monde. Et ce qui prouve que, déjà, il y a une attente des publics. C'est ça qui nous a confortés. C'est-à-dire que le public arageois vient naturellement au Louvre-Lens. Ok. Arras, donc c'est la préfecture, enfin l'ancienne préfecture du Pas-de-Calais, quoi. Donc eux, ils ont un musée, ils ont l'habitude. Les petites agglomérations n'ont pas forcément de musée, mais sont en attente de ce type d'offres. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Et parfois, on est un peu rebuté par le budget, etc. Et c'est là que la dimension partenariale peut rentrer. Parce qu'il y a des volontés politiques qui peuvent se rencontrer. Et nous, en tant que musée, on a une mission de démocratisation d'accès à la culture, de partage de savoir, de transmission. Et parfois, avec un bon alignement des planètes, c'est bon. Et en fait, comme je vous l'ai dit, la 5 millionième avait fait l'Égyptobus. Donc, il y a toujours ce côté, je vais à la rencontre pour que la personne vienne chez moi. Et ça a très bien fonctionné. Ensuite, une offre individuelle adaptée. Donc là, on n'est plus sur l'offre individuelle pure. Et j'ai 3 exemples. Le premier, l'art d'être grand-parent. Histoire assez rigolote. Une médiatrice, un jour, était en galerie du Temps et elle voit un grand-père avec son petit-fils qui visite librement la galerie du Temps.
Et le petit-fils pose une question dont seuls les enfants ont le secret, hein, et le grand-père se trouve fort dépourvu parce qu'il n'avait pas les éléments de réponse. Et c'est là que la médiatrice a dit bah, ce serait peut-être pas mal de faire un atelier gratuit le samedi matin où on forme les grands-parents à la visite de la Galerie du Temps, et après, eux feront la visite avec leurs petits-enfants. Donc là, on rejoint ce que Think Out avait dit tout à l'heure, la transmission, le partage, en même temps la détente, etc. Et ça a cartonné. On est passé au JT de France 2, juste avec cette idée-là qui nous a coûté 0 €, quoi. La Galerie du Temps est gratuite chez nous. Donc voilà, c'était juste du temps homme d'un médiateur ou d'une médiatrice qui a fait une visite avec un focus sur X œuvres dans la Galerie du Temps et a donné les clés d'explication des œuvres pour pouvoir faire la visite et que après bah, le grand-père ou la grand-mère se sentent valorisés aussi. Parce que quand on fait une visite comme ça à son petit-fils, bah forcément, le petit-fils, wow, tu connais trop de trucs, trop bien. Bah voilà, il y a cette valorisation. Et ça a vraiment très très bien fonctionné. Le Hellfest. On a accueilli le Hellfest 2 années de suite au musée. Il faut savoir que le Hellfest fait une tournée, ce qu'on appelle la tournée warm-up, avant le festival. Et donc, ils font la tournée de plusieurs villes. Et en gros, nous, on avait une expo sur la couleur noire, en lien avec le passé minier, naturellement. Et étant un inconditionnel du festival, j'ai dit, il faut qu'on fasse une soirée black metal. Normal. Bon, là, encore une fois, on aurait pu choisir les groupes nous-mêmes et puis faire toute la promo, etc. Non, on est allé chercher le Hellfest. Et 2 années de suite, on a fait venir des métalleux qui n'avaient pas l'habitude de venir dans les musées. Encore une fois, on est allé sur leur terrain pour qu'ils viennent sur le nôtre. Et alors, c'était dingue. Hein. Je veux dire, dans le hall, on avait un concours de air guitare, des tatouages et tout. Enfin, la première fois, Marie Lavandier, elle était qu'est-ce que c'est que ce truc mais après, elle a été convaincue parce qu'elle a vu que, en fait, ils venaient pas pour le concert, ils passaient dans l'expo. Parce que forcément, s'ils avaient le billet Hellfest, ben, ils pouvaient rentrer dans l'expo gratuitement. Donc, ils ont suivi l'exposition, ils sont allés dans la Galerie du Temps et ils sont revenus l'année suivante. Donc, il y a aussi ce côté-là où ils se sont dit ah bah ouais, bah tiens, la warm-up, bah, c'est au Louvre-Lens, on va y retourner. Et parce que on a réussi à casser encore une fois des barrières avec des offres totalement inattendues. Et là, je rebondis sur ce qui avait été dit par l'abbaye ce matin, par M. Saint-Jean, c'est que on n'a pas pour autant travesti qui on était et notre mission scientifique. C'est-à-dire qu'on a juste donné une opportunité à un certain public de venir, mais on n'a pas pour autant, on n'est pas devenu un parc d'attractions, quoi. Parce que à côté de ça, il y avait alors Soleil Noir, il y avait un vrai lien avec l'exposition. Donc forcément, on tirait un fil et après, il y a eu toute la médiation autour, etc. On avait des ateliers, on avait un squat le musée à destination des ados, etc. Donc il ne faut pas voir ça comme voilà, un travestissement de notre mission, c'est pas un coup de com' ou quoi. L'objectif, c'était de les amener chez nous et qui découvrent le musée par un subterfuge qui est un concert de métal. Voilà. Et ça a cartonné. Et on a eu, la deuxième année, on a fait encore une fois ça le comble. Et on avait, je crois, 60% qui étaient des spectateurs qui étaient venus l'année précédente. Voilà. Donc, certains sont peut-être juste fidèles au Hellfest. D'autres se sont juste dit, bah, en fait, trop bien, j'y retourne, même si je ne connais pas les têtes d'affiche. Ça peut arriver. Et puis, le yoga et la sophrologie. Ça a été mentionné aussi ce matin. Et nous, on fait ça aussi dans la Galerie du Temps. Et on a des vidéos sur YouTube que vous pouvez retrouver avec une sophrologue qui, en face de la Galerie du Temps, alors il faut savoir que nous, c'est un bâtiment qui a été créé par un cabinet japonais d'architecture, ce qui nous vaut 2 Japonais par jour en moyenne, en visite, parce qu'ils viennent en pèlerinage pour voir, ils ont gagné des prix et tout, c'est un gros cabinet, Sana. Et donc, on est vraiment dans un endroit très calme,
avec une lumière zénitale et une acoustique qui n'est pas voilà, assourdissante. Ce qui fait que ça soit en été, par exemple, à l'occasion de Parc en Fête, et on fait ça dans le parc, on fait des ateliers de Qigong, de yoga, de réveil musculaire, ou alors parfois des siestes sonores dans la galerie du temps ou des ateliers de sophrologie ou de yoga, au milieu des œuvres, avec cette lumière zénitale et ce confort sonore, là, on se ressource comme jamais. Et ça aussi, ça rencontre un très très grand succès, notamment auprès d'une cible. Et là, j'arrive sur ma dernière slide. C'est bon, je dépasse un peu, non? Impeccable. Sur le SMO. Alors, le SMO, Social Media Optimization. Là, c'est le meilleur exemple, vraiment, à côté de l'Égyptobus, du travail partenarial qu'on a pu faire. Avant qu'on attaque notre séquence des 10 ans, les 10 ans, c'était en 2022, mais on les a travaillés dès 2021. Avant ça, je faisais déjà des campagnes sponsorisées sur Facebook, Instagram, de nos expositions. Et là, je rejoins encore un propos qui a été dit ce matin, c'est que j'avais une logique descendante. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, voilà, on va toucher les seniors parce que on sait que c'est un public très, très en demande du musée, et les familles parce qu'on a une offre médiation très forte. Et je vais créer du contenu, à la fois pédagogique ou ludique, ou que sais-je, des quiz, des trucs comme ça, en lien avec l'exposition. Je vais créer une audience globale et je vais pousser à force de sponsorisation. Et j'avais un reach de 500 000 personnes par exposition à peu près, bon, ce qui est pas mal. Mais bon, voilà, c'est un peu classique. Et à l'occasion de nos 10 ans, on a mis en place, tout le musée était en mode équipe projet. Donc on avait plusieurs groupes projets. Moi j'étais pilote du groupe tourisme, justement. Il y a un groupe com, il y avait un groupe conservation. À l'époque, je ne m'occupais pas de la communication, donc c'est pour ça que j'étais au tourisme. Il y avait conservation, il y avait médiation. Et dans le groupe tourisme, donc, j'étais en copilotage avec la directrice de l'office de tourisme Lens-Liévin. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est adressé au CRT Hauts-de-France pour avoir des billes sur une segmentation client un peu plus fine. Et là, le CRT est arrivé, donc ils avaient mené une grosse étude avec, je crois qu'il y a 16 profils différents. Ils nous en ont présenté 3 seulement parce que c'était les plus pertinents par rapport à notre territoire et à notre offre. Et sur les 3, il y en a 2 qui étaient vraiment très bons pour le Louvre-Lens. Le 3e était plus pour l'offre globale de l'Office de tourisme. Donc, on avait, moi sur les deux segments qui m'intéressaient, il y avait les explorateurs passionnés. Explorateurs passionnés, pré-retraite, retraite, CSP+, les enfants sont partis, ils vivent leur meilleure vie. Moi maintenant, j'ai tout mon budget pour moi, je peux m'adonner à ma passion à fond. Ce que j'attends quand je vais dans un musée, c'est un guide à qui je peux poser des questions hyper niches et il va pouvoir y répondre. Je veux me faire un super repas et pas la cafétéria, parce que la cafétéria, ça va, j'ai donné quand j'avais les gosses. Voilà. Hyper exigeant, tant scientifiquement qu'en service. OK. De l'autre côté, Happy Family. Là, je pense qu'on va être nombreux à se retrouver là-dedans. Famille composée, recomposée, qui travaille très dur la semaine, qui n'a pas beaucoup de temps pour les enfants, qui culpabilise très fort de ne pas avoir du temps avec ses enfants, qui, lors des excursions en famille, ont besoin de 2 choses. Un, créer du souvenir avec les enfants, parce qu'ils n'ont pas le temps d'en créer pendant la semaine, parce que les seuls moments passés avec les enfants, c'est quoi? C'est les devoirs, la douche et les conduites. Donc créer du souvenir et en même temps se ressourcer parce que stressé par le boulot, insomnie, tout ce qu'on veut, etc. À partir de là, à partir de cette segmentation, j'ai mis en place des campagnes Facebook avec du contenu différencié. C'est-à-dire que je faisais des carousels sur une audience explorateur passionné avec une photo de l'expo, une photo d'un guide,
une photo du restaurant du musée tenu par Marc Meurin à l'époque, et puis un lien vers la billetterie. Et pour les Happy Family, une photo de l'expo, une photo du côté très zen de la Galerie du Temps, une photo d'une mère et de son fils en train de faire un atelier de rire aux éclats, un lien billetterie. Et surtout, avec l'Office de tourisme, je leur ai dit, ce qui serait bien, c'est que ces cibles-là, si elles sont touchées, qu'elles interagissent avec mon contenu poussé sur Facebook, par la magie du retargeting, donc du reciblage, c'est-à-dire qu'il y aurait une campagne de rebond qui pousserait, selon certains critères, notamment géographiques, vers une offre week-end de l'Office de tourisme. Mais pour ça, il fallait qu'on ait un partage d'audience, donc on est passé par le même prestataire. Donc ça, c'est les jeux des marchés publics, c'est compliqué, mais là, on a pu via une consultation. À budget ISO, donc le même budget que je dépensais avant, j'ai quadruplé mon reach à 2 millions. Juste avec une segmentation client propre et un contenu adapté à la cible. Et ça rejoint ce que disait une d'entre vous, c'est que on a adapté le contenu à la cible et on n'a pas demandé à la cible de s'adapter à notre contenu. Sur le même budget, je suis passé de 500 000 en reach à 2 millions. Et c'est ce qui a fait que l'exposition de 2021, quand tout le monde sortait un peu les rames quand même en 2021, parfois pour faire revenir les publics, bah, nous, on a gagné 1 point en belge et on a eu une des plus grosses expos aussi dans le top 5 des expos en termes de fréquentation, qui était les Louvres de Pablo Picasso. Et après, l'audience était mûre pour l'année des 10 ans. Et là, on a atteint les 571 000 visiteurs. Et ça, encore une fois, c'est l'exemple éloquent de, le travail partenarial avec les acteurs touristiques. C'est-à-dire que avant Marie Lavandier, il y a un écueil on pensait facilement que, comme on était Louvre, ça allait passer. Et c'est vrai, on se dit, oh, le Louvre, quand même, plus beau musée du monde, c'est bon, les gens vont venir. Et en fait, non. C'est pas parce qu'on a le nom que forcément les gens vont venir. C'est parce qu'on a, le nom, certes, mais après, il faut aller se présenter et il faut travailler avec les acteurs du territoire et que les acteurs du territoire se saisissent aussi de l'offre que vous proposez. Et parfois que co-construisent l'offre. C'est-à-dire que nous, par exemple, ce matin, Think Out parlait du petit verre à boire après. L'année dernière, on a eu une exposition sur Rome, Rome, la cité et l'Empire. Eh bien, on a co-construit avec l'Office de tourisme des after-work avec dégustation de spritz après la visite de Rome. Okay, ça a cartonné, mais ça a cartonné. On était jauge pleine constamment. C'est-à-dire qu'ils venaient, visite de l'expo, et après, on avait un spécialiste des cocktails qui faisait des cocktails, là, comme Tom Cruise dans le film, et hop, 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 et tout le monde buvait un coup après. Et ça a été co-construit avec l'Office de tourisme, parce que le barista a été trouvé par l'Office de tourisme, en s'appuyant sur les acteurs locaux, des bars, etc., puisqu'il y a des assos des bars et cafés de la ville, et en même temps, nous, on a accueilli, etc. Et c'est cette co-construction qui a fait qu'après, bouche à oreille, encore une fois. Donc j'insisterai jamais assez sur la notion de partenariat avec les acteurs, parce que c'est ce qui fait que, au final, on a pu remplir notre pari l'année dernière. Cette année, faites-nous rêver. Qu'est-ce qui attend les visiteurs et de quelle manière vous êtes allé plus loin dans ces campagnes croisées, dans l'utilisation de la data pour avoir une nouvelle offre qui soit encore au-delà de tout ce que vous venez de nous détailler? Alors, cette année, je me suis encore appuyé sur l'excellent travail de Think Out, puisque l'année dernière, donc, quand les résultats ont été proposés, on a toujours cette volonté de rajeunir le visitorat. Et cette année, là, actuellement, on a une exposition qui s'appelle Paysage. Donc, c'est, en gros, on rentre dans la fabrique de la peinture d'un paysage de la Renaissance à nos jours. Okay.
et quand je dis à nos jours, donc on a des œuvres contemporaines, en tout cas modernes. Et la scénographie a été confiée à un artiste contemporain qui s'appelle Laurent Pernaut. Donc déjà, il y a un côté très méta, parce qu'il a créé une œuvre d'art qui présente des œuvres d'art. Mais surtout, on a adapté le contenu sur les attentes de la cible plus jeune. C'est-à-dire que notre texte et tous nos messages et tout notre ciblage est parti sur une expo multisensorielle, parce que c'est le cas. Vraiment, il y a du son, il y a des lumières qui bougent, des lumières d'œuvres qui changent. Les habitués des musées se diront mais comment ça? Mais en fait si. Il y a de l'odeur, on a des kits sensoriels aussi pour visiter l'expo où on peut toucher des reproductions de Kusai, etc. C'est très cool. Une exposition avec des œuvres justement contemporaines et modernes et une exposition en lien avec une thématique contemporaine. Et ça, c'est les trois attentes qui sont ressorties de l'étude de Think Out sur cette cible-là. On sait que si on veut aller chercher une cible plus jeune dans les musées, ils ont besoin de ces trois éléments-là. D'art contemporain ou art moderne, d'un côté très immersif et multisensoriel, d'un coin instagrammable aussi, ne l'oublions pas, et d'un lien avec une thématique contemporaine qui leur tient à cœur. Ça peut être l'égalité femmes-hommes, ça peut être l'écologie, là en l'occurrence c'est le cas. Et donc on a adapté notre contenu là-dessus. Alors j'ai pas encore les chiffres, je croise les doigts pour que ça ait fonctionné, hein, ça je le saurai en fin d'expo. Et puis en fin d'année on aura une exposition sur les animaux fantastiques, où là par contre on change de braquet, parce que c'est pas la cible des jeunes adultes, comme le CMN le présentait tout à l'heure, mais là on est vraiment sur la cible enfant, et Happy Family, et là on va revenir à des pratiques qu'on faisait avant, à savoir par exemple un week-end jeu de rôle, parce que quand on avait eu Homer, j'avais fait un week-end super-héros, et si on venait déguisé en super-héros, on rentrait gratuitement dans l'expo. C'est une autre piste. Ça a cartonné. J'ai vu une grand-mère en Captain America, j'ai la photo si vous voulez la voir. Je vous jure que c'est vrai. Une famille entière, de la grand-mère au petit-fils, tous déguisés en Marvel. C'était complètement taré. Et donc là, on va faire la même chose avec Donjons et Dragons. On va faire un week-end jeu de rôle. On va faire venir un programme sur YouTube qui fonctionne très bien, qui s'appelle La Bonne Auberge. Faire un enregistrement public, voilà, et puis déguisé, on va jouer le cosplay. Voilà. Bravo, merci Mathieu Raoult de nous avoir témoigné justement de cette expérience que vous vivez ou faites vivre au sein du Louvre-Lens. Restez avec nous encore 2-3 minutes, même plus, on peut s'accorder même une dizaine de minutes d'échange avec vous si vous voulez bien et si vous avez des questions dans la salle. Oui, je voyais les bras bouger. Une petite question en lien avec ce que vous vivez au quotidien et ce que peut-être Mathieu Raoult fait à Lens. Oui, j'avais une question parce qu'on a parlé beaucoup des enfants aujourd'hui. Et donc, comme vous avez parlé des papis et mamies, je voulais savoir comment vous les cibliez. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'ils arrivent chez vous et qu'ils fassent le café, comment vous faites? C'est sur Facebook, dans votre base de données? Alors, pour les voisins, là, on les a ciblés en fait via des voisins qui venaient tout le temps et donc qui après faisaient le bouche à oreille dans les pâtés de maison dans lesquels ils habitaient. Parce que, je ne sais pas comment ça se passe, mais nous, dans le Nord, tout le monde parle tout le temps à tout le monde. C'est cool. Parfois moins, mais bon. Donc ça a été beaucoup le bouche à oreille, et après on récupère les contacts, et effectivement, c'est dans notre base de données qu'on continue le contact. Pour ce qui est de l'art d'être grand-parent, où là, c'était pas pour les voisins, c'était vraiment au sens large, là, c'était une campagne de com classique, c'est-à-dire que communiqué de presse, relais dans la presse locale, au début, en tout cas, pour que la sauce puisse prendre. Réseaux sociaux, effectivement. Alors, pour l'art d'être grand-parent, on n'a fait que du Facebook. On ne s'est pas aventuré sur d'autres réseaux, bien qu'on soit présent sur Instagram, TikTok, Twitter, naturellement, voilà, Pinterest. Mais donc, de ce fait-là, ça a été une campagne, je dirais, un peu plus classique.
Et après, en fait, il y a eu un effet boule de neige. C'est-à-dire que les grands-parents, après, en ont parlé entre eux, bizarrement. Nous, on fait toujours la promotion de la programmation. Cette semaine, nous nous relance sur nos réseaux à chaque fois. Donc, il y avait toujours l'air d'être grands-parents. Et en fait, c'est monté en puissance. Jusqu'à ce qu'à un moment, le JT de France 2 nous appelle en disant « Ah, on a entendu parler de ça, c'est génial, on peut venir faire un truc. » Donc ça a été un gros coup de projecteur, j'avoue. Mais ça a été, voilà, crescendo, mais avec des campagnes classiques, quoi. Juste un CP, presse locale, puisqu'on visait de toute façon que du local. Vraiment les quotidiens ou hebdo du coin. Et puis du Facebook, quoi. Mais c'est tout. Et après, puis aussi, le CP a été envoyé à une presse un peu plus senior, j'avoue, parce qu'on travaille aussi les presses verticales en fonction des thématiques. Merci pour votre question. On peut en prendre une, deux, trois autres, si vous souhaitez. Moi, j'en ai une sur l'organisation des équipes. Comment vous êtes structuré, combien vous êtes, parce que vous avez pas mal de créativité dans les actions. Voilà, pour voir par rapport à nous, comment on pourrait dupliquer. Au Louvre-Lens... Rappelez peut-être... la Cité du Vin. La Cité du Vin à Bordeaux. Okay. Nous, on est entre 80 et 100, ça aussi. Que pour la com, hein. Qu'en communication. Oui, bien sûr, bien entendu. Non, à la com et au market, on est 7 si je m'inclus. Voilà. Donc, y a une chargée de communication un peu plus globale et qui va gérer peut-être un peu plus des événements, une graphiste maquettiste, une chargée de relations médias, relations presse, une social media manager, une assistante marketing, une chargée de communication qui est plutôt la plume, et puis moi qui chapeaute tout ça. Au musée, de manière globale, on est, voilà, comme je l'ai dit, entre 80 et 100, sans compter les prestats. En gros, on externalise la gestion du bâtiment, l'accueil billetterie, enfin, le personnel qui accueille et qui vend les billets, et la sécu. Et tout le reste, c'est de l'interne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'équipe la plus importante, c'est l'équipe de médiation. Mais parce qu'on n'a pas de collection propre. Dans un musée classique où on a une vraie collection, où là, l'équipe de conservation, généralement, c'est la plus grosse, et la médiation est soit sous-traitée, soit le parent pauvre. Voilà. Donc nous, on a un modèle atypique, j'avoue, parce que, par contre, on ne lésine pas sur le contact humain. C'est-à-dire qu'on parle aussi du numérique. Le numérique, c'est indispensable, c'est sûr, mais le numérique sans humain, ça ne fonctionne pas. On a fait des tests, hein. On a testé des trucs, on a fait un jeu en réalité augmentée Assassin's Creed, voilà. Ça n'a pas si bien fonctionné que ça, parce qu'il manque la médiation humaine. Et en fait, là aussi, le Covid a changé les choses. C'est-à-dire que maintenant, quand on est en face d'une œuvre, on n'a pas envie juste de la voir, de cocher la case en disant « Ah, c'est bon, j'ai vu la Joconde, super ». Non, on a envie d'avoir les clés de compréhension. Et la médiation humaine pour ça, par exemple, est très importante. À titre d'exemple, on a, nous, des formats qui s'appellent les impromptus. C'est-à-dire qu'à des heures fixes, on a un médiateur ou une médiatrice qui est posté devant une œuvre et qui fait la présentation de l'œuvre comme ça, gratuitement, juste. À 15h, on présente telle œuvre. Et juste ça. Et c'est pas grand-chose. Encore une fois, ça coûte rien. C'est du temps homme. Donc, de toute façon, la médiatrice ou le médiateur est là, c'est dans sa journée. C'est une organisation de planning. Mais il n'y a pas de perte d'argent. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est pas parce que c'est gratuit qu'on ne gagne pas d'argent après. Parce que de toute façon, l'argent qui n'est pas dépensé là, en l'occurrence, il va être dépensé à la librairie boutique. Soit vous êtes en DSP, soit vous êtes carrément le propriétaire, c'est vous qui gérez. Ça va être vendre de la cafétéria. Il y a 36 000 points de vente dans un musée. Donc justement, mais par contre, c'est une expérience en plus. C'est comme tout à l'heure, oui, je ne sais pas ce que je vais faire. Et puis là, d'un seul coup, message, il y a un impromptu dans 5 minutes, rendez-vous devant le Botticelli de la Galerie du Temple. On se pointe et tac, voilà, juste une présentation, c'est bien, c'est cool, c'est court, c'est parfait. Donc voilà, et on n'a pas de service des publics en fait. Nous, il y a la médiation,
la com, mécénat, private, spectacle vivant, accueil, administration générale, avec maintenance du bâtiment, informatique et finance et juridique, et la CEE, conservation, exposition et édition. Voilà. Oui, en face de moi. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir un peu en termes de retombées depuis l'ouverture du musée en tant que déclencheur de séjour. Vous le disiez, c'était la seule sous-préfecture qui n'avait pas de musée. Savoir si vous avez un peu des statistiques sur ça, quelles étaient un peu les synergies avec les autres sites et musées du département ou des alentours. Et juste vous présenter, vous dire. Et je suis Emma de l'agence départementale du tourisme du Pays Basque et Oui. Pyrénées. J'avais retenu l'accent. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'hôtellerie, etc., donc je n'ai pas les chiffres là exacts, mais je peux déjà vous dire que l'offre de chambres d'hôtes c'est bien développée à Lens et Liévin, et on a eu 2 hôtels qui ont ouvert en plus. Un Esprit de France juste en face, 4 étoiles, et un Ibis. Alors, ça, c'est les retombées directes du Louvre-Lens. Oui, parce qu'en fait, de plus en plus de gens venaient. Puis, on est sur un tourisme durable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un tourisme de masse, on est sur un tourisme d'offres de week-end. Et là, ça change tout aussi. C'est-à-dire que on sait très bien que le Covid a eu cet effet-là, où, et encore plus maintenant avec le réchauffement climatique, etc., on mesure notre empreinte carbone quand on part en vacances. Donc on va moins faire de long courrier, on va faire attention à nos moyens de locomotion, etc. Et parfois, et le Covid nous a poussé à redécouvrir un peu la France, voire notre territoire le plus proche. Et avoir une offre comme ça, par exemple typiquement le 4 étoiles, on a des Lillois qui viennent passer le week-end. À Lens, 40 km. Hein. Je veux dire, je le fais tous les jours, donc je sais de quoi je parle. Mais ils viennent comme ça, ils visitent. Le soir, ils vont dans un hôtel 4 étoiles. Un 4 étoiles, le lendemain, il y a le spa. Super, je rentre, je suis ressourcé, nickel. Donc l'offre hôtelière s'est développée. Déjà d'une part, s'il y a des grandes enseignes qui viennent ouvrir des musées, c'est que ils ont fait l'étude de marché adéquate, voilà. Et par rapport aux autres musées, alors là, je vais essayer de faire court. Quand je suis arrivé, donc moi j'ai pris en main le marketing du musée. Ouais, je vais faire vite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai refondu totalement le programme de fidélité. D'accord ? Le programme de fidélité, enfin, vous connaissez l'adage, ça coûte 3 fois moins cher de fidéliser un client que de le recruter. Donc à partir de là, une fois qu'il est venu, il faut trouver un moyen de le fidéliser, notamment via le programme d'adhésion. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'avec tous les musées de la région, j'ai lancé des conventions de partenariat. Alors, en direct, j'y suis allé en one-to-one, parce que si je les mettais tous autour de la table, ça aurait été l'enfer. Vous savez très bien comment ça se passe. Ça prend plus de temps, mais on a de meilleurs résultats. Et donc, pour qu'ils intègrent le programme de fidélité, de telle manière à ce qu'un adhérent du musée qui présente sa carte aura un tarif réduit dans le musée concerné. Et au départ, je crois première année, il y avait 10 partenaires. Maintenant, on est à plus de 30, y compris avec nos amis du CMN, Villa Cavrois, etc. Et on a augmenté aussi, on a diversifié notre offre de fidélisation. Et sur l'offre la plus chère, on a intégré des musées nationaux et internationaux comme le MUSEM, le Centre Pompidou-Metz, voilà. Donc, mais voilà, il faut y aller en one-to-one parce que ce sera beaucoup plus chronophage, mais avec de meilleurs résultats. Allez, une dernière question. Normalement, c'est vous. Je suis là. Ok, super. Oui, merci pour le Centre des Monuments Nationaux, du coup. Je reviens sur la question de la médiation humaine à laquelle je souscris totalement. Cela étant, qu'en est-il de la médiation de l'offre de visite autonome ? C'est-à-dire que le parti pris est de se dire qu'il y a tout le temps un médiateur posté dans la galerie du temps
et le visiteur peut avoir l'info en direct s'il le souhaite. Ou j'ai souvenir de Mom Art, on parlait de famille, de certaines actions comme ça, mais voilà, de manière générale, si je viens à n'importe quel horaire, qu'en est-il? Alors, on a toujours nos livrets de visite, livret de visite classique adulte, livret de visite enfant et livret de visite facile à lire et à comprendre. Et à côté de ça, on a abandonné l'audio guide, puisque avec le Covid, c'était compliqué. Donc on a créé une web application, un compagnon de visite, qui offre les parcours. Donc parcours enfant, parcours adulte, et puis surtout qui se traduit par ChatGPT, en tout cas qui se traduit dans toutes les langues, par intelligence artificielle. Donc on garantit quand même aussi une visite libre. C'est important aussi d'avoir cette liberté et de ne pas être dérangé, notamment pardon, dans la galerie du temps. Je parle trop. Notamment dans la galerie du temps, où on a parfois juste envie de flâner et de se balader entre les œuvres et pas d'avoir quelqu'un qui nous dit « Alors, je vous raconte ». Non. Donc, de ce fait-là, on garantit quand même ces éléments-là avec soit de la médiation papier, soit de la médiation numérique via web application. Merci, Mathieu Raoult. Merci beaucoup de votre intervention cet après-midi. Je vous laisse l'applaudir.